Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de l'actualité ce soir au Gabon, la possible participation au dialogue de l'opposition. Ce samedi, le président de l'Union pour la Nouvelle République a évoqué une participation massive de l'opposition gabonaise à cette rencontre politique. Nous aurons les détails avec Kevin Oswald Doukaga dans ce journal. L'actualité en Afrique est focalisée sur la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Le Maroc avait demandé en juillet dernier son admission. 40 pays sur les 56 que compte l'UA seraient favorables à ce retour. Et puis Londres célèbre le nouvel an chinois. Les Londoniens marquent le début de l'année du coq lors de la plus grande célébration du nouvel an lunaire du monde en dehors de la Chine. Voilà pour les titres. Débutons ce journal par la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce dimanche 29 janvier, le Stade d'Oyem a reçu le 3e quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. La RDC affrontait le Ghana. Les Black Stars ont finalement réussi à l'emporter et à se qualifier pour les demi-finales en battant les Léopards sur le score de 2-1. Le Ghana des frères Ayou s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN Total 2017 grâce à sa victoire. Un but du frère cadet Jordan à la 63e minute et un autre de son aîné André sur penalty ont offert ce précieux succès aux Ghanéens. Les Black Stars, finalistes de l'édition 2015, affronteront le Cameroun en demi-finale jeudi à Franceville dans le sud-est du Gabon. Restons sur l'actualité de la CAN pour parler cette fois de l'international gabonais Bruno Ekwelemanga qui s'est entretenu avec nos reporters. Au centre des échanges, les questions liées à son avenir footballistique après sa blessure au genou face au Cameroun. Suivons cet extrait. Merci donc Bruno Ekwelemanga de recevoir la rédaction de Gabon 24. On rappelle que Bruno Ekwelemanga était un international gabonais et qui a préparé bien évidemment à cette 31e édition de la CAN 2017. Vous savez, les Panthères donc ont été sortis, notamment par le Cameroun. Nous sommes là justement pour parler un peu de son implication sur le terrain, mais aussi en dehors. Comme vous le savez, Bruno Ekwelemanga est également un homme d'action en dehors des stades. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, beaucoup vous ont vu sortir prématurément contre, on va dire, le Cameroun, boitillant, titillant. Comment ça, est-ce que ça va pour Bruno Ekwelemanga? Ben, écoute, pour rassurer tout le monde, je dirais que ça va. Mais après, vu les examens que j'ai eu à faire il y a 3-4 jours, les résultats ne sont pas du tout rassurants parce que j'ai une rupture des ligaments et ça se pourrait que je me fasse opérer en fin de semaine prochaine. Ça encore, c'est pas confirmé parce que déjà je dois rentrer à Londres et puis repasser d'autres examens médicaux. C'est également le mercato. Est-ce qu'il y a-t-il des bonnes nouvelles du côté de Ekwelemanga ou alors Bruno restera bien évidemment du côté de Londres? Et avant que je vienne pour la CAN, ouais, il y avait des bonnes nouvelles, voire des très bonnes nouvelles, mais maintenant avec la blessure, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai eu une discussion hier et avant-hier avec mon agent. Et voilà, quand on a une blessure comme ça, bon, les clubs ils sont un peu réticents. Et après, il faut voir, parce que je dois repasser les examens et après, en fonction, on verra la gravité de la blessure et en fonction de ça, on verra. Rien à voir avec ce qui précède. Le ministre du Pétrole, Pascal Ouagny-Ambouroué, en visite sur les installations de la compagnie pétrolière Shell Gabon à Gamba et Rabi dans l'ouest du Gabon. Cette major qui produit environ 60 000 barils de pétrole par jour quittera bientôt le Gabon. Ces actifs seront repris par un nouvel opérateur. Le ministre du Pétrole est donc allé s'enquérir de l'état des installations de l'opérateur présent au Gabon depuis 1956. Le récit de Chimène Sandra à Senghone. Avec une production de 60 000 barils par jour à partir de 5 champs, dont 4 terrestres, Shell reste le premier opérateur pétrolier au Gabon. L'expédition a permis de visiter Rabi, l'un des plus grands champs de pétrole jamais découverts en Afrique subsaharienne. Monsieur le ministre a pu échanger avec l'employé du Shell Gabon et apprécier leurs compétences et leur talent à pouvoir assurer la viabilité de la compagnie. Ce fut aussi l'occasion
de remercier Monsieur le ministre pour son rôle primordial dans la médiation et la résolution de la grève que nous avons connue il y a une semaine. Malgré un contexte économique difficile marqué par la chute des cours du baril de pétrole sur le marché international et un départ imminent de Shell, le Gabon entend tout mettre en œuvre pour maintenir sa production pétrolière nationale à plus de 220 000 barils par jour. Le futur repreneur héritera ainsi des actifs et du passif de Shell. Et pour nous, une satisfaction de voir que le prochain repreneur, celui qui a décidé d'acheter les actifs de Shell, trouvera une société en très bon état, premièrement, mais surtout devra continuer à consolider ces différents efforts qu'a commencé Shell au niveau du Gabon. Shell Gabon produit entre 25 et 30% de la production nationale avec ses 4 champs. Le nouveau patron du pétrole au Gabon entend tout mettre en œuvre afin que le futur repreneur continue dans la même lancée. Politique à présent, l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se dessine progressivement. L'opposition va vers une adhésion massive. Ce samedi par exemple, le président de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, Louis Gaston Maïla, a évoqué une possible participation de l'opposition gabonaise à cette rencontre politique. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de son parti. Kevin Oswald Doukaga. Après des longs mois de tractation, d'hésitation, la perspective d'un dialogue politique sans tabou se dessine progressivement. L'Union pour la Nouvelle République de Maître Louis Gaston Maïla, qui fêtait son 10e anniversaire samedi à Libreville en présence de quelques leaders de l'opposition, dont Jean Ping, engage ses partisans à s'ouvrir à l'initiative voulue par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Dialoguer, c'est un art. Rechercher le compromis dynamique, c'est tout le métier de l'homme politique. Ton point de vue n'est pas le mien. Ton point de vue me dérange. Mais je donnerai tout pour qu'il existe et pour qu'il soit confronté au mien. Si nous voulons encore donner un sens à notre vie, c'est de nous consacrer à ce dialogue. C'est de promouvoir ce leadership qui ne tienne pas compte des contingences. Il y a place dans ce pays, le dis-je, d'un leadership qui base son action sur les réalités. Le dialogue politique est annoncé pour cette fin du deuxième trimestre. C'est un rendez-vous d'un enjeu politique majeur dont l'objectif serait d'initier des réformes institutionnelles permettant au pays de parvenir, par exemple, à l'organisation des élections moins querellées. À ceux des partis ou regroupements des partis politiques qui hésitent encore, l'UPNR, le PDG, Démocratie Nouvelle, le PSD, le PDS et l'ADR notamment, leur demandent de placer l'intérêt national au-dessus de toute considération. Dimanche, jour de culte, il est à présent largement observable dans différents lieux de culte que le numérique n'a pas conquis que les grandes entreprises. La religion aussi est tombée sous son charme. Le reportage est de Gabriel Ratanga et Fred Ndongo. Le numérique est entré dans l'église. Il a pris une place importante car bon nombre de fidèles suivent la prédication avec leur téléphone portable. Le message est diffusé sur écran géant et arrive à capter l'attention de tous. La Bible ne change pas, mais elle se positionne et s'impose par rapport à tous les ères existentielles ou évolutives. Aucune évolution n'influence, nous épate l'Église ou la parole. Les intrigues ou encore l'utilisation de la technologie dans l'Église est un moyen important pour courir avec l'Évangile. Comme Paul nous a dit, occasion favorable ou non, prêche, donc j'utilise tous les moyens qui soient sains, je dis bien qui soient sains, pour que l'évangile soit propagé au plus grand nombre. Aussi faudra-t-il mettre de côté le livre saint au profit du numérique. Je ne peux pas me fier à la tablette, j'ai toujours ma Bible à moi, parce que ça c'est mon ami de tous les jours. Je suis né avec, j'ai grandi avec et je mourrai avec. Les tablettes, ça vient, ça passe, ça devient, on peut te la voler, mais je ne me fie pas à ça, je ne mets pas ma confiance en cela. Ma confiance est dans ce qui a toujours gagné, c'est l'écrit, c'est le manuscrit. Bien que voulant s'adapter aux nouvelles technologies pour espérer gagner le plus d'âmes possible, fort serait dans tous les cas d'accompagner cet acte avec de la sensibilisation pour éviter tout débordement. Debout face à une chorale, dirigeant un groupe de personnes par des gestes précis, tels sont les attributs d'un maître de chœur. Passion ou profession, y a-t-il une formation? Retrouvons Gabriel Ratanga et Fred Ndongo pour les éléments de réponse.
Les bras levés, les bras baissés sont autant de gestes répétitifs que fait un maître de chœur pour diriger ses choristes. En amont, c'est une étude, une formation en technique de chant et la connaissance des solfèges. J'ai appris la musique dans une école, l'école des petits anges de la cathédrale Sainte-Marie. On nous a appris exactement comment il faut lire le solfège, comment il faut diriger une chorale, comment il faut chanter. La communication entre les choristes et le maître de chœur, c'est un dialogue. C'est un dialogue et c'est un dialogue qui s'étend dans l'apprentissage. Pour prétendre chanter, il faudrait déjà avoir quelques bases de notes, mais par la suite subir une formation. Et tout le monde peut bien apprendre à chanter sans bien passer par le solfège. Le son défini dans le milieu musical comme étant un ensemble de mélodies agréables à l'écoute. Lorsqu'il est bien émis, ça donne ceci. Jamais 203. Restons dans le cercle religieux. Au Gabon, l'africanisation par la musique au sein des églises existe depuis des années. Cette dernière permet aux christianisés de louer son Dieu grâce aux instruments qui lui sont propres. L'équipe de Gabon 24 a suivi un choriste joueur de balafon qui montre à travers son instrument de musique son amour pour Dieu. Le reportage de Mirandangué. La musique au sein de l'église. Martin Dovono Gabonais, la vingtaine révolue à la musique dans la peau. Il joue de plusieurs instruments et s'entraîne plusieurs fois par semaine pour accompagner sa chorale lors du culte chaque dimanche. Je joue 3 instruments traditionnels. À savoir, j'ai commencé par les tam-tams, les balafons et ensuite le tambour, on appelle ça enfant en cours. C'est un don dans la famille parce que mon défunt père jouait à toutes sortes d'instruments musicaux traditionnels. Je joue au balafon, ça devient un jeu pour moi. Cet amour pour la musique est de famille et c'est depuis son enfance que ce jeune Gabonais s'intéresse aux instruments de musique. Cette passion lui a permis de participer à des compétitions de musique. J'ai commencé ma carrière musicale, pour dire ça ici, par le tam-tam à l'âge de 6 ans. Je fus l'un des musiciens du groupe de danse traditionnelle de Méoké, qu'on appelle Biboubois. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai laissé tout ça par rapport aux occupations professionnelles. Mais parlant du palmarès, j'ai la dernière édition des Balafon Music Awards en 2007 avec des balafons. Avec les différents instruments de musique utilisés dans les églises pour accompagner les chants religieux, on peut donc dire qu'il y a une africanisation de la musique chrétienne pour permettre aux christianisés de se sentir chez soi avec leur Dieu. Le week-end à Libreville, plusieurs personnes en famille ou entre amis et parfois même seules se rendent à la plage afin de se distraire après une longue semaine de travail. Outre la baignade, d'aucuns préfèrent y pratiquer du sport. C'est le cas du football, sport très en vogue par ce temps de Coupe d'Afrique des Nations de football. Chimène Sandra Assengon, Jospin Bombadianga. Plusieurs personnes se rendent à la plage le week-end pour profiter du soleil et du vent, se baigner, marcher et pratiquer un sport en famille ou entre amis. C'est le cas du jeu du cerceau qui intéresse plus d'un. C'est juste un jeu où tu payes et puis dès que tu balances un cerceau, ça rentre entre une bouteille, on te donne. La bouteille est gratuite quoi. Le football s'y impose en sport roi, en ce sens qu'il a plus de succès sur la plage. Les footballeurs profitent du bon temps pour dribbler. Déjà ça désaltère. À cause du vent, du soleil, c'est un environnement auquel on n'est pas habitué tout le temps. Donc les week-ends, après nos activités primaires, on se retrouve avec des amis pour partager ce moment avec du vent, comme je dis, effectivement. Je viens à la plage pour me dégourdir un peu les jambes, pour libérer un peu le travail qu'on a fait pendant toute la semaine. Avec les frères et tout, on n'a rien à gagner, juste se faire plaisir, quoi. Au regard du grand nombre de personnes qui fréquentent les plages en fin de semaine, et ce, malgré le climat morose de l'économie, d'autres en profitent pour exercer une activité commerciale. Les dimanches comme ça, on vient seulement pour prendre un peu de l'air et avoir un peu de sous. Avant ça marchait, maintenant ça ne marche pas. On ne nous donne pas la liberté de bien pouvoir vendre. Les clients viennent, mais ils n'ont pas la liberté de bien manger. Donc on est là debout. Les mini-concerts et concours de danse organisés sur les lieux viennent agrémenter ces moments de distraction sur le fond de la mer.
Prenons la direction de l'Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique, où lors du prochain sommet de l'Union africaine, les 30 et 31 janvier prochains à Addis Abeba, la réintégration du Maroc au sein de cette institution sera à l'ordre du jour. Le Maroc avait demandé en juillet dernier son admission au sein de cette grande famille. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères du Royaume a affirmé que 40 pays sur les 56 que compte l'UA sont favorables à ce retour. Le récit de Lardi Ngemamba. Le Maroc va-t-il faire son grand retour au sein de la grande maison africaine de ce lundi à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine? A priori, le Royaume remplit les 3 conditions pour revenir à l'UA. 1. C'est un pays africain. 2. Il a fait sa demande d'admission auprès de la commission de l'UA sans poser comme préalable l'exclusion de la République arabe sahraouie démocratique. 3. Suite à une consultation lancée par la Commission, plus de 40 États ont répondu favorablement à la demande du Maroc, alors que, selon l'acte constitutif de l'UA, il suffit d'une majorité simple de 28 États. Le dilemme, c'est que la Commission de l'UA et sa présidente sud-africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, ne livrent guère d'informations sur l'avancée du dossier. Pas un seul communiqué depuis 2 mois. Aucune précision sur le nombre de réponses favorables. On sait que le dossier sera l'un des 3 premiers points à l'ordre du jour du huis clos qui ouvrira ce 28e sommet. Bien entendu, lors de ces huis clos, ce sont les chefs d'État qui décideront du sort du royaume. Le Maroc avait demandé en juillet dernier sa réintégration au sein de l'Union africaine. Le Royaume mène depuis 2 ans une offensive diplomatique sans précédent pour rallier un maximum de pays à sa cause. Offensive qui lui a d'ailleurs permis de réactiver ses relations avec le reste du continent. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine fera l'objet d'un vote des États membres lors du prochain sommet qui va se tenir les 30 et 31 janvier prochains à Addis Abeba en Éthiopie. Du côté de la République démocratique du Congo, il n'y a pas eu signature d'arrangement particulier aux négociations directes entre la majorité et l'opposition ce samedi 28 janvier. La date butoir, les évêques ont cherché en vain à rencontrer le président Kabila dans l'espoir de lever quelques obstacles. Selon le président de la SYNCO, Monseigneur Marcel Outampi, il reste encore 3 points de divergence. Jamila Bengman pour le point. La question de la désignation du Premier ministre divise la majorité et l'opposition. Pour la majorité, il faut présenter 5 candidats parmi lesquels le président de la République désignera le chef du gouvernement. Une issue que le Rassemblement n'approuve pas. Il déclare s'en tenir uniquement au prescrit de l'accord du 31 décembre. Selon cet accord de la Saint-Sylvestre, le Premier ministre est désigné dans les rangs du Rassemblement et est nommé par le président. Autre point de blocage, le rôle de la SYNCO pendant la transition. Pour la majorité, le travail des évêques doit s'arrêter après la mise en place de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais pour les autres partis, la SYNCO devra accompagner la transition en tant que modératrice au niveau du Comité national de suivi. La question de l'affectation des portefeuilles au sein du gouvernement n'est également pas résolue. Les évêques de la SYNCO exhortent la majorité et l'opposition à se concerter afin de trouver rapidement un compromis. Ils souhaitent que cela puisse se faire dans une semaine. Au cours de la séance du samedi 28 janvier, la majorité a retiré les réserves émises lors de la signature de l'accord, le rendant ainsi inclusif. Mais pour le Rassemblement, la non-signature à l'arrangement particulier représente un échec. La faute à la majorité, selon eux, qui recherchent à prendre le gros morceau. L'actualité dans le monde nous conduit en France, où les électeurs du second tour de la primaire organisée par le PS ont voté dimanche pour choisir entre Benoît Hamon, désormais favori, et Manuel Valls, le candidat qui portera les couleurs socialistes à la présidentielle. Les précisions avec Lardi Ngemamba. Les quelques 7500 bureaux de vote ont ouvert à 9h et chaque Français peut glisser son bulletin jusqu'à 19h. Benoît Hamon, 49 ans, et Manuel Valls, 54 ans, ont chacun voté dans leur fief francilien. Pour éviter le dilemme du premier tour sur le nombre réel des votants qui avait alimenté les soupçons d'une participation gonflée, les organisateurs de la primaire promettent la transparence. Hamon et Valls disent respecter le verdict des urnes. Je vais me concentrer sur les responsabilités qui pourraient être les miennes dès ce soir, qui consistent à d'abord rassembler sa famille, puis ensuite rassembler la gauche. Mais je maintiendrai le cap qui a été le mien pendant ces primaires. Il faut respecter le choix, le vote des électeurs.
Mais tout est possible et rien n'est écrit, vous savez. Après seulement 1,6 million de votants au premier tour, soit 1 million de moins qu'en 2011, les deux finalistes espèrent approcher les 2 millions de votants, soit la moitié de la primaire de la droite en novembre. François Hollande, en déplacement en Amérique du Sud, n'a pas pu accomplir son devoir de vote. Notons que Benoît Hamon est largement vainqueur du second tour de la primaire organisée par l'EPS. Restons en France pour parler cette fois du manga phénomène Les Gouttes de Dieu à la saga familiale Château-Bordeaux. Le vin est devenu un héros à part entière de la bande dessinée, un moyen d'attirer un nouveau type de lectorat vers la bande dessinée. Lardi Nguemamba nous en dit plus. Sous l'attente du monde des bulles, c'est la KU au 44e Festival international de bande dessinée à Angoulême. Bande dessinée sous les bras, des amateurs attendent patiemment qu'Éric Corbéran, Jean-Charles Charburet et Luc Barré dédicacent le dernier tome de leur trilogie, Cognac, sorti durant le festival. Le vin est devenu un héros à part entière de la bande dessinée, un moyen d'attirer un nouveau type de lectorat. Moi j'ai été approché par les éditions Glénat qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si je ne voulais pas réfléchir sur un sujet autour du vin en bande dessinée façon européenne. Donc voilà, c'est né un petit peu de cette frustration que le patrimoine échappait un petit peu à l'expertise des auteurs français. La particularité du cognac, c'est que c'est un produit qui se vend à 97 ou 98% à l'export. Depuis son histoire, depuis sa création au XVIe siècle. Donc c'est vraiment un produit qui plaît énormément à l'étranger et c'était une manière aussi, sans doute, j'espère, de ramener les Français ou du moins les francophones à ce produit qui est assez élitiste et assez magique. Avec 310 000 exemplaires vendus en 2011, les 7 premiers tomes de cette série dépassent largement ces autres bandes dessinées du même genre sur l'Espagne, l'Italie ou le dernier en date sur la Bourgogne. Fort de ses succès, il prévoit de sortir cette année une autre fiction sur l'Argentine et une histoire de vin en 30 volumes à partir de 2018. Cap sur Londres, cette fois, je vous le disais en titre, les Londoniens marquent le début de l'année du coq lors de la plus grande célébration du nouvel an lunaire du monde en dehors de la Chine. Regardez. Tous les ans, Londres est la ville où l'on assiste au plus important nouvel an chinois hors d'Asie. Une foule immense s'est réunie cette année pour célébrer l'année du coq. Les rues de la ville étaient animées par des parades, des danses, des feux d'artifice et des performances d'artistes chinois. Il me semble que les Londoniens aiment le festival chinois beaucoup plus que Noël, car à Noël, ils sont moins nombreux dans les rues et alors qu'à présent, beaucoup de personnes viennent dans les rues pour regarder le festival. C'est une expérience merveilleuse ici. C'est la plus grande célébration du Nouvel An chinois du monde en dehors de la Chine. C'est le Nouvel An chinois. Donc c'est très important pour tous les Chinois ici, non seulement pour les Chinois, mais aussi pour tous les gens ici, ils adorent. Le Nouvel An chinois est un festival très important au sein de la communauté chinoise de Londres et partout dans le monde. Basé sur le calendrier lunaire et solaire, la date réelle du Nouvel An chinois est variable, mais elle tombe toujours entre fin janvier et la mi-février. Chaque année, le calendrier chinois est représenté par les 12 animaux du zodiaque chinois. Le rappel des titres avant de nous quitter, nous avons eu dans ce journal au Gabon la possible participation au dialogue de l'opposition. Le président de l'Union pour la Nouvelle République l'a évoqué dans ce journal, une actualité que nous suivons. L'actualité en Afrique est focalisée sur la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Le Maroc avait demandé en juillet dernier son admission. 40 pays sur les 56 que compte l'UA seraient favorables à ce retour. Et puis, Londres célèbre le Nouvel An chinois. Les Londoniens marquent le début de l'année du coq lors d'une grande célébration du Nouvel An lunaire. Nous avons voyagé à travers le reportage que nous a proposé Lardi Nguemamba. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.